Bonjour, aujourd'hui nous allons voir, étape par étape, la démarche pour faire un test T sur Xstat. Nous allons prendre comme exemple des données d'élèves ayant répondu à l'IRMR3, un test d'intérêt professionnel dont les scores utilisés ici sont des moyennes de dimension sur une échelle allant de 0 à 2. Seront utilisés particulièrement leurs résultats bruts pour les domaines scientifiques avant et après une conférence de doctorant, pour le domaine social et pour les professions de bureau. Nous avons 3 hypothèses à vérifier. Première hypothèse, nous pensons qu'il existe une différence d'intérêt pour le domaine social entre les filles et les garçons. Hypothèse 2, nous pensons que l'intérêt pour les sciences va augmenter après une conférence de thésard. Dans ce cas, l'exemple est fictif. Les données ne correspondent pas en réalité à ce protocole. Hypothèse 3. Enfin, nous pensons que les élèves ont un intérêt pour les professions de bureau moins important que la moyenne théorique, soit 1. Pour vérifier ces hypothèses, nous pourrions observer les différences de moyenne, mais pour généraliser nos résultats, nous devrons passer par des tests inférentiels qui sont, dans ces 3 cas-là, des tests T. Le principe général de l'inférence statistique consiste à émettre une hypothèse nulle H0 qui est une absence d'effet. Dans ce cas, une absence de différence d'intérêt et de regarder la probabilité que cette absence d'effet se retrouve dans la population parente malgré l'effet trouvé avec notre échantillon. Nous nous demandons donc quelle est la chance que l'effet observé soit un faux positif. Le seuil maximum tolérable de risque d'erreur est de 5%. Si la probabilité d'erreur, le fameux P, est inférieure à 5%, nous pouvons rejeter l'hypothèse nulle et valider notre hypothèse. Sinon, nous ne pouvons pas éliminer l'hypothèse d'absence d'effet car le risque d'erreur est trop important. Mais nous ne pouvons pas non plus dire qu'il y a un effet. C'est ce qu'on appelle le constat d'ignorance. Le test T de Student est un test inférentiel paramétrique pour comparer 2 scores avec une variable indépendante qualitative, les groupes, et une variable dépendante numérique, les scores. Il est la suite logique inférentielle de la différence entre 2 scores. Cette différence peut être un score et un seuil fixé à l'avance, dans ce cas on parle de test de conformité, comme pour notre hypothèse 3, ou entre 2 scores, c'est un test d'homogénéité qui comprend à son tour 2 types de différences. Entre le score de chacun des 2 groupes, c'est un test avec échantillon indépendant comme notre première hypothèse, ou entre le score d'un groupe avant et après un événement, c'est alors un test avec échantillon appareillé, à l'instar de l'hypothèse 2. Avant de passer à l'étape inférentielle, faire un tour par l'étape descriptive en observant les différents indices de centralité et de dispersion est essentiel, mais c'est malheureusement parfois oublié par certains étudiants. Or, connaître les scores peut suffire à invalider le sens d'une hypothèse unilatérale. Il est également obligé de vérifier 2 éléments car nous sommes dans un test dit paramétrique, c'est-à-dire respectant certains critères permettant de faire une analyse puissante. Il faut donc vérifier la normalité des distributions et, dans le cas d'un test d'homogénéité, avec 2 groupes, donc l'homoscédasticité, c'est-à-dire l'homogénéité des variances, soit avoir des variances égales entre les groupes. Ces étapes préliminaires passent par une opération sur Xstat. Il faut donc pour cela se rendre sur la feuille Consigne, puis cliquer sur Commande, puis Causalité, puis dans Distribution, cliquer sur Exécution. Une fois cette fenêtre ouverte, vous devez d'abord choisir le type d'échantillon en fonction du type de test T que vous désirez faire. Cochez échantillon indépendant si vous voulez analyser votre score selon 2 groupes différents en vue de comparer inférentiellement ensuite leur moyenne. C'est le cas de notre hypothèse 1. Après avoir entré notre variable indépendante qualitative, le sexe, ces 2 modalités homme ou femme, que nous voulons analyser, et notre variable dépendante numérique, la dimension sociale. Mais nous pourrions ajouter d'autres variables dépendantes qui seront analysées indépendamment, chacune par rapport au sexe. Nous pouvons lancer l'analyse en appuyant sur le bouton vert « Analyse descriptive ». Dans ce tutoriel, nous allons faire les 3 protocoles en parallèle, mais nous pourrions déjà aller observer les résultats pour notre hypothèse 1.
Cochez échantillon à parier si vous voulez analyser les deux scores obtenus à un moment différent, mais d'un même groupe, en vue de comparer inférentiellement l'évolution de sa moyenne. Dans le cas de notre hypothèse 2, il suffit alors de faire passer les deux scores à droite avant de lancer l'analyse, soit science A, qui est l'intérêt pour le domaine scientifique avant la conférence, et science P, la même mesure, mais pour le groupe après la conférence. Cochez échantillon unique si vous voulez analyser les variables entières et ou si vous désirez comparer inférentiellement leur score à des normes. Pour notre hypothèse 3, nous faisons passer la variable dépendante bureau à droite. Nous pouvons observer la centralité, la dispersion, la normalité et, dans le cas où nous comparons des échantillons, l'homoscédasticité des échantillons sélectionnés sur la feuille calcul. Les indices de centralité comprennent la moyenne, le mode et la médiane. Les principaux indices de dispersion sont l'écart-type, la variance et l'étendue. La moyenne et l'écart-type sont les indices à la base de la plupart des indices statistiques utilisés tant pour les analyses descriptives que pour les analyses inférentielles. Ils sont donc présentés ici car ils doivent souvent être reportés dans les tableaux. Les moyennes des groupes vous permettent notamment de vous assurer du sens de la différence. Attention à ne pas tomber dans le piège de conclure, après un test bivarié, que votre hypothèse de différence est validée sans vérifier que c'est bien le groupe que vous pensez qui a un score supérieur à l'autre. Dans le cas de notre première hypothèse, par exemple, notre hypothèse n'a pas de sens, mais si nous avions précisé que les filles avaient un intérêt pour le social plus fort, nous pourrions déjà être rassurés par ces données, les filles ayant 0,82 et les garçons 0,70. Dans le cas de notre troisième hypothèse, nous avons un sens défini et nous connaissons la moyenne théorique 1. Or, le score de l'échantillon, 0,73, est déjà inférieur à 1, donc notre hypothèse n'est pas à rejeter d'avance. Par contre, nous voyons que l'intérêt pour la science a diminué après la conférence de Thésard, passant de 0,74 à 0,72. Notre seconde hypothèse est donc rejetée dès l'étape descriptive. Si une hypothèse n'est pas valide sur le plan descriptif, elle ne le sera pas plus sur le plan inférentiel. Il est donc inutile de continuer. Mais nous le ferons quand même pour notre troisième hypothèse, juste pour la démonstration du protocole à parier. Il existe plusieurs indices qui permettent de trancher sur la normalité supposée d'une distribution en se basant sur la symétrie et l'aplatissement des distributions. Dans ce document, c'est le test de Jarque-Bera qui a été retenu. L'hypothèse nulle testée, par un Qui2 de degré de liberté 2, est la normalité de la distribution. Il faut donc que le test d'inférence ne soit pas rejeté pour que la distribution soit considérée comme normale, donc avoir un P supérieur à 5%. Ce test étant, comme beaucoup d'autres, sensible au nombre d'observations, il est parfois considéré comme invalide en dessous de 100 observations. Ce test marche donc par distribution par groupe. Dans notre situation, nous pouvons voir que les distributions de notre première hypothèse sont normales, mais pas celles des autres hypothèses. Comme nous ne remplissons pas les critères, nous devrions arrêter là pour ces hypothèses ou vérifier la normalité sur un autre critère, vu que nous n'avons pas 100 observations, ou encore songer à l'utilisation d'un test inférentiel non paramétrique, sans doute plus adapté à notre petit échantillon, mais moins puissant et qui demande également de remplir des conditions. Pour l'exercice, nous ferons comme si ces conditions de normalité des distributions étaient remplies pour toutes les distributions afin de pouvoir continuer. Le test de Leven permet de déterminer si les variances des groupes sont suffisamment semblables pour une analyse inférentielle paramétrique, soit un test T, soit une ANOVA. L'hypothèse nulle testée, par un F avec un premier degré de liberté de K-1 et un second degré de liberté de N-K, est l'homogénéité des variances. Il ne faut donc pas qu'il soit rejeté pour que cette dernière soit considérée comme acceptable, à l'instar du test de Jarque-Bera. Comme il s'agit de comparer la variance de plusieurs groupes, cet indice n'est ni calculé, ni nécessaire pour un test T de conformité, donc il n'apparaît pas pour notre troisième hypothèse. Les variances de nos groupes comparés sont homogènes. Nous sommes en situation d'homoscédasticité dans les deux premières hypothèses. Nous pouvons procéder aux différents tests T. Dans le cas où le test de Leven n'est pas satisfaisant, vous pouvez quand même procéder à un test T sur Exstat, mais ce n'est pas un test T de Student. Nous le verrons plus tard.
Nous allons sur consigne, puis cliquons sur commande, puis causalité, puis dans T indépendance, nous cliquons sur exécution. Là, nous renseignons à nouveau nos variables. Pour procéder au test, il est nécessaire de renseigner votre hypothèse H1 en entrant le rapport entre les deux modalités que vous attendez afin de déterminer si le test sera sur un seuil bilatéral, les deux modalités ont des scores différents, les deux modalités ont des moyennes de scores différentes, ou unilatéral, une modalité a un score supérieur à l'autre. Dans notre cas, elle est bilatérale, nous n'avons pas prédit de sens dans la différence entre les filles et les garçons pour la dimension sociale. Nous choisissons donc le signe différent. Puis nous sélectionnons variance homogène car le test de Leven était satisfaisant. Néanmoins, vous pouvez effectuer le test sans que la condition d'homogénéité soit vérifiée, même quand les groupes n'ont pas la même taille. Dans ce cas, il faut préciser que nos variances sont hétérogènes dans le choix au milieu à droite pour remplacer le test T de Student par le test T de Aspin, Welch, Satterthwaite. Je vous invite à cliquer sur le bouton Consigne sous le bouton Exécution pour plus de détails. Nous pouvons appuyer sur le bouton vert et regarder les résultats. Dans la partie Résultats de votre article ou mémoire, on reporte généralement les indices de normalité et d'homogénéité sous forme de tableaux sans les commenter s'ils sont satisfaisants. Et on rédige, en plus des tableaux si on désire les mettre, les principaux indicateurs descriptifs et inférentiels. Pour les descriptifs, ça sera surtout les moyennes et les écarts types des modalités de votre variable indépendante. Et pour les inférentiels, le type de l'indice, T, vos degrés de liberté, le P si le test n'est pas significatif, ou le seuil de significativité, et si le test est bi ou unilatéral. Ici, notre test n'est pas significatif. Nous pouvons rédiger la différence observée sur l'intérêt pour les métiers du social entre les filles, moyenne de 0,82, écart type de 0,21, et les garçons, moyenne de 0,70, écart type de 0,30, n'est pas statistiquement significative au seuil bilatéral P égale 0,05, entre parenthèses T de degré de liberté 13 égale 0,82, P égale 0,83, NS pour non significatif. Nous ne pouvons donc pas conclure à une différence d'intérêt pour les professions du social selon le sexe. Nous voyons l'état 2 dans notre tableau. L'état 2 est la part de la variance de votre variable dépendante expliquée par votre facteur. C'est un indicateur d'importance, de force, de l'effet dont les seuils sont ceux des principaux indices au carré. On considère que la part de la variable dépendante expliquée par la variable indépendante est faible si l'état 2 est en dessous de 0,04, modéré entre 0,04 et 0,16, et au-delà de 0,16, il est fort. Dans cet exemple, nous pourrions dire, si le test est significatif, le sexe des élèves explique 5% de l'intérêt pour les métiers du social. L'intervalle de confiance, à 95% de la différence, indique les valeurs des bornes entre lesquelles se trouve l'écart entre vos deux groupes dans la population parente avec 5% de risque d'erreur. Si 0 se trouve dans cet intervalle, alors cela indique un constat d'ignorance. Dans ce cas, la différence d'intérêt entre les filles et les garçons se situerait, avec un risque d'erreur de 5%, entre moins 0,19 et plus 0,42, chez l'ensemble de la population des élèves dont est issu l'échantillon. Comme il est possible que la différence soit dans le sens d'un intérêt plus grand pour les garçons ou plus grand pour les filles, ou même identique entre les filles et les garçons, on comprend alors le principe du constat d'ignorance. Lorsque notre hypothèse n'est pas significative, il faut se demander dans la discussion si notre protocole est suffisamment solide, est-ce que la validité du matériel est satisfaisante, est-ce que le nombre de sujets est suffisamment important, etc. Le cas échéant, il faudra proposer des corrections. Nous allons sur Consigne, puis cliquons sur Commande, puis Causalité, puis dans T appareillé, nous cliquons sur Exécution. Là, nous renseignons à nouveau nos deux modalités, science A et science P. Nous devons renseigner le sens de notre hypothèse 2. Opérationnellement, nous avons postulé que la moyenne de science A sera inférieure à celle de science P. On sélectionne le symbole inférieur et on appuie sur le bouton vert. Sur la feuille calcul, nous pouvons voir qu'effectivement notre hypothèse nulle n'est pas rejetée, et donc que notre H2 amène à un constat d'ignorance. Pour les détails sur les indices, vous pouvez voir la partie précédente sur le test T d'échantillon indépendant. Nous pouvons reporter nos résultats dans notre mémoire ou article comme tel. Les élèves ont, contrairement à notre hypothèse,
un plus faible intérêt pour les professions scientifiques après avoir vu une conférence de thésard. Moyenne égale 0,72, écart type égale 0,37 qu'avant. Moyenne égale 0,74, écart type égale 0,28. Notre hypothèse n'est donc pas significative au seuil unilatéral P égale 0,05 et entre parenthèses T14 égale 0,15, P égale 0,56, NS. On pourrait se dire qu'il faudrait tester l'hypothèse dans l'autre sens ou sans sens. Mais en consultant l'intervalle de confiance de la différence entre les deux modalités, on peut déjà prédire que ce sera un constat d'ignorance systématiquement. L'hypothèse nulle, différence de 0 ou une différence positive ou une différence négative, ne pouvant être rejetée. Nous allons sur consigne, puis cliquons sur commande, puis causalité, puis, dans T-conformité, nous cliquons sur exécution. Nous renseignons notre variable bureau, la norme de comparaison, ici 1, et le sens de la comparaison, ici inférieur que notre hypothèse 3 opérationnelle sera que l'intérêt moyen des élèves pour les professions de bureau est inférieur à 1. Nous cliquons sur le bouton vert, puis allons sur la feuille calcul. Pour comprendre les détails des indices inférentiels, je vous invite à regarder la partie sur le test T d'indépendance. Nos résultats sont significatifs, nous pouvons les reporter dans notre article ou dans notre mémoire, dans la partie résultats comme ceci. Conformément à notre hypothèse, l'intérêt moyen des élèves pour les métiers de bureau, moyenne égale 0,73, écart type égale 0,37, est inférieur à la moyenne théorique. Notre hypothèse est significative au seuil unilatéral, P égale 0,05, entre parenthèses, T14 égale moins 3,07, P inférieur à 0,01.